Bonjour à tous, bienvenue sur le Talk with Noura. Je suis Noura Diaby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est un sujet qui me tient à cœur. On va écouter Isabelle qui va nous partager son histoire. Isabelle, c'est une femme de 59 ans. Elle a subi des attouchements de la part de son grand frère. C'est une chose qu'elle a gardée très longtemps secrète et elle va nous partager son expérience et comment ces gestes, souvent considérés comme moins graves que d'autres formes d'agression, ont totalement bouleversé sa vie sentimentale, affective et relationnelle. Donc, installez-vous bien et écoutons ensemble Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai 59 ans. J'habite à côté de Toulouse, en France, et j'ai eu des problèmes d'inceste à l'âge de 13 ans. Je continue de penser que c'était pas bien grave parce que j'ai pas été violée. C'était simplement des attouchements qui ont duré quelques mois. Et donc, il me semble que c'est moins difficile à vivre que des viols. Et pourtant, et pourtant, ces quelques gestes ont complètement, parfaitement bousillé ma vie affective et sexuelle. Voilà. Je suis aussi également très en colère contre moi parce que j'estime qu'à 13 ans, on est quand même un peu grand et que j'aurais dû envoyer balader, mon agresseur. Heu, bon, c'est évident que quand on a 4 ou 5 ans ou moins, ben, on ne peut pas se défendre. Mais à 13 ans quand même, moi il me semble que j'aurais dû. Enfin bon, voilà. Donc moi j'avais 13 ans, mon frère en avait pratiquement 20. Ça a duré quelques mois, mais je ne me souviens pas du laps de temps exact. Hem, il y a des choses qui sont restées floues malgré tout, hein. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la première fois? Donc alors la première fois, il est entré dans ma chambre, c'était en journée. Il avait son sexe, sorti en érection. Il m'a entièrement déshabillée. Il m'a caressé les seins, les fesses, le sexe. Il me masturbait un peu, je crois me souvenir. Heu, j'ai eu aucune réaction. J'étais absolument pétrifiée, morte, et puis il est parti à la salle de bain. Dis-moi Isabelle, à quelle fréquence est-ce que ça se passait et où exactement? Voilà, et ça donc ça s'est répété plusieurs fois. Heu, il me semble que me souvenir que c'était souvent dans ma chambre, la plupart du temps, mais je ne sais pas combien de fois, quoi. Alors Isabelle, est-ce que, c'est possible de nous dire à quel moment c'était la fois de trop? À quel moment est-ce que c'était consternant, que c'était plus possible et que vous vous êtes dit: «Non, il faut que ça s'arrête»? Et alors la dernière fois, ça s'est passé dans un parc. Il a voulu me déshabiller, j'ai refusé. Alors je ne sais pas pourquoi, comment, à ce moment-là, j'ai refusé, et comment et pourquoi il a arrêté immédiatement et il n'a plus jamais recommencé. Ça, c'est un grand mystère, voilà. Et après donc bah, j'ai totalement oublié, j'ai été en amnésie post-traumatique, et voilà. Tout tout m'a pété à la gueule quand je suis tombée franchement malade en 2006. J'avais 41 ans environ. Et le diagnostic établi à l'époque, c'était, bipolaire de type 2, et un peu plus tard, presque 10 ans plus tard, 9 ans environ, on m'a diagnostiqué également borderline. Peux-tu nous parler un peu de ta famille? Comment étaient vos relations au sein de la famille? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu t'entendais bien avec ton père, avec ta mère? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails par rapport à ça? Bon alors, je viens d'une famille, décomptée, d'une famille de malades psychiatriques, hein. Mon père était très malade, il avait une psychose maniaco-dépressive
très, très marqué et puis il a fini par devenir complètement cinglé, hein. Il a perdu tout sens, de la réalité, sur ces derniers jours, enfin derniers mois. Il était ailleurs quoi, vraiment et il est mort, oui, il y a longtemps. Il avait 59 ans. Il était complètement usé par sa maladie mentale, bon, il avait aussi quelques problèmes cardiaques. Mais je me pose la question, est-ce que ton père a déjà eu des comportements violents envers toi ou envers ton frère ou ta sœur? Voilà. Alors il aurait essayé, mais il n'y a pas eu de témoin. Il aurait essayé d'étrangler mon frère. Il n'y avait pas de témoin et bon, moi je l'ai cru. Ce qui est important en fait, c'est ce que j'ai cru, pas forcément ce qui s'est passé ou non. Enfin, toujours est-il que je l'ai cru. J'ai eu très peur moi aussi de mon père à ce moment-là. Et je crois pouvoir dire que c'est à partir de cet événement qu'il a essayé donc enfin que mon frère a eu ses gestes. Alors moi aussi j'étais malade, hein, complètement dépressive, voilà. Mais en même temps je m'en rendais pas compte. Je souffrais, mais bon, je savais pas trop pourquoi, comment. Voilà, jusque vers l'âge de 40 ans, 41 ans. Euh, de toute façon, j'ai très rapidement oublié. Et puis après, même si effectivement ça allait pas bien dans ma vie, je ne voulais surtout pas ressembler à ma famille de cinglés, de prendre des médicaments, de voir des psychiatres. Il n'en était pas question. Donc voilà, j'étais malade sans le savoir. Je voyais bien que ça n'allait pas, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et puis bon, en 2006, là, ça n'a pas été du tout. J'ai décompensé et voilà. Alors, j'ai effectivement au début refusé de me soigner, mais bon, la souffrance a toujours raison. Elle a gagné et j'ai accepté de me soigner, d'aller en clinique psychiatrique, de prendre des médicaments, de faire toutes sortes de thérapies, d'ateliers thérapeutiques, enfin, voilà. Et oui, j'étais franchement malade, mais en même temps, j'ai fini par comprendre énormément de choses sur ma vie avant. Et ben, c'était pas mal aussi de comprendre. C'est dommage d'en arriver au point où j'en étais arrivé, hein, de dépression, de souffrance, mais bon, voilà, il a fallu ça pour que je comprenne, que je pète les plombs pour comprendre. Alors tout le temps où j'étais en amnésie, je ne supportais pas que les garçons me touchent. Quelques-uns ont essayé de m'embrasser, mais vraiment deux ou trois peut-être, hein, quand j'avais entre, je sais pas, 18 et 20 ans. Et vraiment c'était rare. D'une part, je m'habillais mal, je me cachais dans des joggings informes, j'avais les cheveux très courts, enfin bon, je faisais tout pour ne pas attirer, pour ne pas séduire. Et donc, je refusais. J'avais très peur de ces moments où ces garçons essayaient de m'embrasser. Mais je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait, mais je ne savais pas quoi. Tes questionnements sont totalement compréhensifs, mais moi j'aimerais savoir à quel moment est-ce que tu décides de t'ouvrir à un homme? Bon, enfin, finalement, à l'âge de 25 ans, j'en avais un peu marre d'être vierge. Alors j'ai accepté, hein, qu'un copain qui me draguait dans mon club d'escalade de l'époque me dépucelle. Alors j'avais, oui, 25 ans, oui, c'est ça. Alors j'ai eu abominablement peur, abominablement mal. J'étais complètement terrorisée. J'étais plus là. Je me dissociais complètement. J'ai eu une réaction de vaginisme, ce qui rendait la pénétration terriblement douloureuse. Mais enfin bon, ça a fini par se faire, péniblement. Il est parvenu à me pénétrer, et là, je me suis dit, plus jamais. Et donc, zéro sexe, jusque vers environ 40 ans.
46 ans, non, c'était après que je pète les plombs. Donc une vie assez solitaire, pas d'enfants, pas de vie de couple, pas de vie affective, rien. Voilà. Et puis, bon, après que j'ai pété les plombs, je sais pas, il s'est passé quelques années, genre 5-6 ans, où je me suis dit, quand même, j'aimerais bien connaître la vie de couple. Peut-être je passe à côté de quelque chose de très chouette, je sais pas. Mais par contre, j'étais inquiète de mes capacités sexuelles, enfin, je pensais être complètement idiote au lit, quoi, voilà. Alors pour ça, je me suis dit, il va falloir t'entraîner, et donc je me suis inscrite sur des sites de rencontres, alors des rencontres strictement sexuelles, hein, des sites, je sais pas comment on appelle, porno. Et ensuite, j'imaginais de m'inscrire à une agence matrimoniale. La situation est tellement compréhensible, mais à travers ces rencontres, qu'est-ce que tu recherchais au fond? Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif? Qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté? Euh, donc ces rencontres sexuelles m'ont quand même décoincé, oui, si on veut, mais en fait, je me suis approprié de ces moments, ces situations, pour changer mon curseur de douleur. C'était pour changer de douleur. Alors ça fait très étrange de dire ça comme ça, mais donc, pendant ces rencontres, en général, presque tout le temps, je suis dissocié. Comme quand j'avais 13 ans. Je me retrouve la même personne comme à 13 ans. Je me sens morte, absente, pas là du tout. Et, et en fait, là, il y a une fraction de seconde où je souffre plus, ou moins, ou différemment. Je ne sais pas le dire. Et c'est cet instant-là que je cherche pour arrêter de souffrir, je sais pas moi, une seconde. Mais bon, enfin, ça avance à rien, bien sûr. Hein. Je le sais bien, que ça n'avance à rien, je le vois bien. Mais je le fais quand même. C'est plus fort que moi. Je cherche à retrouver ces instants en apnée, en quelque sorte, où je souffre presque plus. C'est une impression de souffrir moins. Mais bon, enfin, finalement, ça mène à nulle part. Ce sont des situations à risque en plus, des risques psychiques, parce que je me fais du mal psychiquement. Peut-être je pourrais rester dissocié, pour le coup, ne pas revenir dans la réalité. Bon, je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est un risque quand même. Et en tout cas, si ce n'est pas un risque, enfin, c'est une énorme charge mentale, par contre. De gérer les rendez-vous, de, de faire comme si tout allait bien avec les mecs que je rencontre, alors que je suis complètement dissocié. Enfin, c'est épuisant, quoi. Cependant, j'essaye quand même, je cherche ma petite seconde de non-douleur. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi le risque tout bête hein, de rencontrer des individus pas recommandables. Bon, alors la plupart des coquins sont extrêmement gentils, attentifs, je ne veux pas dire attentionnés, mais attentifs à ce qu'ils font et à ce qui se passe. C'est un milieu léger, avec des rencontres légères donc, et sans engagement. Ça, c'est pas mal. Ça, je trouve ça bien quand même. Mais enfin bon, il y a quand même quelquefois des gens qui. Enfin, il y a j'ai rencontré des gars un peu barges, hein, ça c'est sûr, à la limite. Hein. Et après, bah, c'est vrai aussi que j'ai été agressé, en quelque sorte, oui, à 3 reprises. Et j'ai finalement porté plainte contre le dernier en date. J'ai fini par porter plainte sur les conseils de l'hôpital psychiatrique où j'étais hospitalisé au moment des faits. Je ne me rends pas bien compte, mais bon, voilà, j'ai fini par me dire ouais, c'est important de porter plainte. Voilà. Alors Isabelle, est-ce que finalement tu as connu une vie de couple ou pas du tout? Alors ensuite, j'ai eu une vie de couple, effectivement, complètement nulle.
sans intérêt. Ça a duré 5 ans. J'ai rencontré ce monsieur sur un site internet de rencontres matrimoniales. Alors il a insisté pour qu'on se voit d'une part et puis qu'on reste ensemble ensuite. Alors moi je n'avais pas du tout envie, je n'étais pas du tout amoureuse. Et en fait je ne sais pas ce que c'est d'être amoureux. Je n'ai jamais été amoureuse. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler d'être amoureux. Mais bon, enfin, de fait, ce gars ne m'intéressait pas vraiment, même pas trop. Mais bon, je ne sais pas bien refuser, hein, donc j'ai fini par accepter. Il était très gentil, hein, c'était pas le problème de gentillesse ou pas, hein, il était très, très gentil, mais on avait vraiment que très très peu de points communs, entre très peu et presque pas. Il n'était pas du tout intéressant, le pauvre gars, intellectuellement parlant, c'était un peu limite. Et puis bon, il était complètement facho. Enfin, bon. Enfin bref, ça a duré 5 ans quand même. Et j'ai fini par m'en dépêtrer. Ça a été long, avec des allers-retours. Enfin bon, il s'accrochait beaucoup quand même, hein. Enfin bon, il a fini par comprendre et on a arrêté. Et, et donc, j'ai recommencé les rencontres sexuelles. Bon, il y a aussi, je n'ai pas parlé, je pense, mais il y a quand même des risques sanitaires, hein, de maladies sexuellement transmissibles. Donc, d'une façon générale, enfin, j'utilisais systématiquement des préservatifs. Pas toujours, presque systématiquement. C'était rare, mais quelquefois ça arrivait. Et bon, enfin, j'ai fini par choper de l'herpès génital. Bon, voilà. Alors, par rapport à arrêter ces rencontres, alors j'ai vu et je vois plusieurs psychiatres. Quand je suis en hospitalisation séquentielle, je vois plusieurs psychiatres. Sinon, j'ai un psychiatre en cabinet, quoi, en libéral. Alors, le fait de les voir, d'en parler, d'analyser, de comprendre, j'ai presque arrêté. Mais enfin, ça reste fragile quand même. Parce que ben, je suis toujours en souffrance, ça n'a pas changé. Et comme je ne sais pas comment la gérer, ben, des fois, je, je craque en quelque sorte. Et je me remets sur les sites de rencontres. Et alors, en effet, toutes mes hospitalisations séquentielles, en psychiatrie donc, sont censées sont censées m'aider à réfléchir, à moins souffrir. Bon, il y a l'aide des médicaments, hein, bien sûr. Et c'est vrai que, ouais, il y a pas mal de réflexions de la part des psychiatres. Ils essaient de trouver des solutions pour que je ne recommence pas. Mais j'ai pas réussi complètement, quoi. Voilà, donc, bon, c'est quelques gestes de mon frère, donc, quand j'avais 13 ans, ont complètement perturbé ma vie. Il y a comme un enchaînement de souffrances, pas que de la faute de mon frère, hein. Il y a moi aussi qui sait pas forcément gérer. Enfin, c'est un enchaînement de souffrances et on a l'impression que c'est définitif. Enfin, j'ai l'impression que c'est définitif. Je ne saurais pas vivre autrement. Voilà, bon, ben pourtant, malgré tout, je vis péniblement, mais bon, quand même. Alors, je ne suis pas suicidaire. J'ai souvent envie de mourir, hein, que tout s'arrête d'un coup. Mais sans rien entreprendre de particulier. Sans imaginer un scénario et faire quelque chose. Quelquefois, j'ai l'impression que je vais crever là, comme ça, crac, parce que j'ai trop mal. Ma souffrance psychique est intense. Eh bien non, je ne meurs pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Et de fait, je ne me suiciderai pas. Enfin, je me sens pas capable. Je suis trop lâche d'une part, je pense. Et puis de toute façon, j'ai passé ma vie à toujours tout rater. Donc je vois pas pourquoi je réussirais un suicide. Voilà.
Ça me paraît complètement improbable. Voilà, et Bon, franchement, Isabelle, ton histoire est très poignante, c'est vraiment émouvant. Hem, c'est aussi révoltant et moi, la question que je me pose franchement, c'est comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vas après avoir vécu tout ça, après avoir déballé toutes ces émotions, tous ces mauvais souvenirs? donc depuis 2 ans maintenant, je vais moins bien, je glisse un peu, je suis de moins en moins capable de vivre seule parce que j'ai beaucoup d'obsessions qui finissent en angoisse et je termine aux urgences psychiatriques. Euh, bon, donc on a décidé. Alors, d'abord, ce sont les hospitalisations séquentielles qui m'ont permis de me maintenir vaille que vaille. Et puis après, j'ai postulé pour vivre dans un foyer de vie. Et c'est là où je suis actuellement. Je suis encore à l'essai, mais je pense que ça va le faire. Et là, ouais, c'est vrai que je suis contente quand même, malgré tout, d'avoir trouvé une solution acceptable. C'est pas le paradis, mais c'est un foyer vraiment très bien. Tout le personnel est extrêmement gentil, attentif, entourant. Merci beaucoup Isabelle d'avoir eu le courage de partager ton histoire avec nous. Ton histoire, ton témoignage est essentiel, non seulement pour toi, mais pour toutes les victimes d'agressions qui se sentent parfois incomprises ou invisibles. Chaque expérience est unique et il est important de reconnaître, de valider la douleur de toutes ces personnes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou sexuelles. Ton parcours, bien que semé d'embûches, montre à quel point le chemin vers la guérison n'est pas linéaire. À toi, Isabelle, et à toutes les personnes victimes, sachez que vos voix comptent et que vos luttes pour la guérison sont entendues et respectées. N'oubliez jamais l'importance de prendre soin de vous entourer de personnes bienveillantes et surtout de rechercher des ressources adaptées à votre cheminement. Merci infiniment Isabelle pour ton partage précieux qui inspire tant de courage et d'espoir. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et puis abonnez-vous sur le Talk with Nora et puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire et si jamais d'autres personnes veulent partager des histoires similaires, n'hésitez pas et puis beaucoup de force, beaucoup d'énergie à toutes ces personnes qui subissent ce genre de situation. Merci beaucoup. Bye.